Donc, bonjour à tous. Donc, bienvenue dans ce premier, dans l'ouverture de ce webinaire dédié donc au retour d'expérience sur les navettes autonomes. On va commencer dans quelques secondes. Merci. Je vois que beaucoup de participants sont déjà connectés. Donc, merci pour votre intérêt pour ce webinaire qui va permettre donc de faire un peu l'état de tous les projets qu'on a eus au Québec avec différentes sections. Sans plus attendre, puisqu'on a un programme chargé, je vais laisser Sarah Houd, la présidente directrice générale de Propulsion Québec, donner les mots de bienvenue et d'introduction à ce webinaire qui va s'étaler sur 2 journées. Donc, Sarah, je te laisse la parole pour la suite. Merci, Benoît, à toi d'assurer l'animation de ce forum. Bienvenue tout le monde à notre forum sur les navettes autonomes. J'aimerais tout de suite mentionner la présence de nos 2 élus, M. Normand Diotte, qui est le maire de Candiac, mais aussi Sophie Moserol, qui est conseillère de la Ville et conseillère associée à l'urbanisme et à la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal. Donc, bienvenue. Bienvenue aussi à vous tous, participants et panélistes, et merci aux partenaires qui ont rendu possible l'organisation de cet événement-là, le Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal, ainsi qu'à nos collaborateurs Jalon Montréal et IVO. Donc, comme le disait Benoît d'entrée de jeu, l'objectif de ce forum est vraiment de faire un peu un état des lieux, mais aussi d'avoir un point de vue prospectif sur les projets de navettes autonomes au Québec. L'introduction des navettes autonomes au Québec, peut-être sortir aussi des projets puis les intégrer de façon plus pérenne là, dans notre paysage urbain. Donc, ce sont des sujets qu'on va creuser aujourd'hui et demain. Ce forum-là était initialement prévu le 23 mars dernier en personne, mais malheureusement, là, en raison de la COVID, donc le 23 mars, c'était en plein dans nos premiers moments, dans nos premiers jours là, de confinement. Évidemment, on a dû reporter puis revoir le format, mais vraiment, là, si vous avez eu la chance de regarder là, en détail le programme de nos 2 jours, là, je pense qu'on va vraiment avoir, on va vraiment tirer tout l'essence du contenu là, puis des discussions là, malgré le fait qu'on ne soit pas en personne. Donc, nous, Propulsion Québec, peut-être rapidement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'étaient inscrits pour l'événement, donc potentiellement que plusieurs d'entre vous ne nous connaissez pas. Donc, un petit mot rapidement sur qui on est. On est la grappe industrielle des transports électriques intelligents du Québec. Ça veut dire que notre mission, c'est vraiment d'accélérer la croissance de l'industrie des transports électriques intelligents au Québec. L'industrie des transports électriques intelligents au Québec, ce sont des manufacturiers de véhicules électriques de tout type dans le spectre de la trottinette électrique et le train électrique et tout ce que vous pouvez imaginer entre les deux, sauf des voitures. Donc, on a vraiment une longue expertise, une longue expérience d'inventer et de manufacturer des véhicules au Québec. Puis, couplé à ça avec notre expertise en électricité, en électrification, on a vraiment développé un beau créneau en électrification des transports. Donc, on a plusieurs manufacturiers de véhicules de tout type, mais aussi des manufacturiers de composantes pour ces véhicules-là, jusqu'aux batteries, jusqu'aux moteurs, à toute la chaîne d'approvisionnement. On a aussi, dans l'industrie au Québec, des manufacturiers de bornes de recharge, des manufacturiers d'infrastructures intelligentes, de composantes pour les véhicules intelligents et connectés, et toutes les entreprises aussi qui ont développé des modèles d'affaires de nouvelles mobilités, donc toute l'économie du partage, le vélo-partage, l'autopartage, etc. Donc, c'est vraiment l'industrie qu'on travaille jour après jour à stimuler et à faire croître. On a actuellement 160 membres qui sont soit des industriels, soit des institutions comme des banques, des fonds d'investissement ou d'autres OBNL comme IVO et Jalon, et des clients. Donc, ils sont plutôt des gestionnaires de flotte, privés ou publics, parce que les produits dont j'ai parlé tantôt, ça s'adresse plutôt à des gestionnaires de flotte, pas à monsieur et madame tout le monde. Donc, c'est vraiment là, une industrie là, de B2B ou de B2G, comme on dit en anglais.
Donc, voilà. Alors, voilà qui on est rapidement. Les lavettes autonomes, ça a toujours été pour nous, dès nos premiers jours d'existence, soit en 2017, ça a toujours été un des projets forts, très importants selon nous, pour le Québec. Ça allait aider à positionner le Québec comme un leader en transport électrique intelligent, comme un lieu d'expérimentation de premier choix aussi pour les manufacturiers locaux et étrangers. Donc, pour nous, c'était vraiment important là, de contribuer à faire évoluer la réglementation sur ces projets-là et à les mettre au test de la réalité, puis à vraiment là, voir comment on pourrait les intégrer davantage pour favoriser la mobilité, favoriser l'accès au transport collectif là, pour un maximum de gens. Donc, voilà tel était notre but. Puis, je suis bien heureuse là, que 3 ans plus tard, on soit rendu à l'étape de faire un bilan des différents projets là, qui ont eu lieu là, au Québec. Donc, voilà. J'ajouterais peut-être que, évidemment, là, nos panélistes qui sont vraiment d'horizons divers. Vous avez des gens du privé, des gens du public. Vraiment, là, il y a vraiment toute une belle brochette d'intervenants qui vont vraiment être là pour partager leurs apprentissages sur la planification et la réalisation de ce type de projet-là. Donc, de façon très concrète. Puis parmi les participants, là, pour vous donner une idée, il y a vraiment de tout. Vous venez soit du milieu privé, d'entreprise, ou vous venez du milieu municipal, là, du milieu gouvernemental. Là, donc, il y a vraiment là, un peu de tout dans l'auditoire. Voilà, j'en profite aussi pour remercier les membres de mon équipe qui ont travaillé fort à l'organisation de cet événement-là. C'est vraiment un beau succès. Là, on avait comme 260 inscrits, donc un très bel événement. Puis, je vais repasser la parole à Benoît qui va pouvoir lancer de façon officielle ces 2 jours de discussion et de réflexion pour l'avenir. Merci. Merci Sarah pour ces mots d'introduction. Donc ce matin, en effet, on a un programme déjà chargé. Donc comme l'a mentionné Sarah, on va revenir sur les 2 projets de navettes autonomes qui ont été réalisés au Québec, donc à savoir celui dans la ville de Candiac et celui dans la ville de Montréal. Et donc la matinée va être découpée en 2. Premièrement, on va parler avec les opérateurs qui ont été impliqués dans ces projets, donc à savoir Keolis et Transdev. Et ensuite, on aura un peu la même approche, mais avec les municipalités qui ont contribué à ces projets. Et le but étant vraiment là de faire, comme l'a mentionné Sarah, un retour d'expérience et surtout les apprentissages qui ont été faits dans ces différents projets qui doivent permettre aujourd'hui à d'autres joueurs du Québec de profiter de ces apprentissages et continuer à déployer des services de navettes autonomes au Québec. Donc, le premier panel va toucher donc, la partie opérateur. Donc, on va avoir le plaisir d'avoir avec nous deux panélistes. Je vous laisse ouvrir vos caméras, Clément et Marie-Hélène. Donc, Marie-Hélène Cloutier, donc, qui est vice-présidente exécutive Québec et Maritime chez Transdev, et Clément Aubourg, qui est responsable des véhicules autonomes chez Keolis, qui est basé, je pense, actuellement en France. Donc, merci Clément de te rendre disponible avec le décalage horaire, même si ce n'est pas encore trop tard en France. Merci de ta participation. Et donc, avec ces 2 conférenciers, on va pouvoir aller voir qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils ont retiré de ces 2 projets d'expérimentation. Avant de démarrer, juste un petit rappel technique. Je pense que tout le monde commence à être bien habitué avec l'outil Zoom. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions à travers l'onglet Q&A ou Q&A si vous l'avez en anglais. Si on a le temps, bien sûr, on essaiera de prendre quelques questions pour nos intervenants. Sinon, on a aussi la possibilité de répondre par écrit après le webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, puis on fera le maximum là, pour pouvoir y apporter des réponses, soit en temps réel, soit avec un petit décalage par écrit. Donc, voilà un petit peu pour le fonctionnement de la matinée. Je vais donc arrêter le partage pour qu'on puisse bien voir nos intervenants. Voilà, donc Clément, Marie-Hélène, encore
merci là, de votre implication. On a hâte de vous entendre. Donc, pour démarrer, peut-être premièrement, pour positionner un petit peu les navettes autonomes dans vos organisations, est-ce que vous pouvez un peu nous préciser quelle est la place de ce genre de véhicule aujourd'hui dans votre quotidien? Marie-Hélène, je commencerai avec toi. Donc, chez Transdev, la place des véhicules autonomes, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Merci Benoît et bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Alors, chez Transdev, on a vraiment la conviction que le transport autonome et partagé va profondément changer la manière dont les gens se déplacent, autant d'un point de vue du volet de la flexibilité que ça peut offrir ou de la personnalisation et de l'accessibilité au réseau de transport que le volet autonomie et aussi partage peut apporter. Aujourd'hui, chez Transdev, on a une soixantaine de déploiements en Europe, soit de projets pilotes ou même de projets pérennes avec le volet autonomie, toujours dans une notion d'intégration dans un réseau. Alors, ça peut être soit dans des services de nuit ou pour combler des heures creuses, ça peut être pour faciliter l'accès à des sites touristiques ou privés, mais c'est particulièrement toujours orienté sur d'amener des passagers vers d'autres moyens de transport, donc ce fameux premier et dernier kilomètre là, dont on parle souvent, donc soit vers les métros, les tramways, les bus. Donc, cette vision-là, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous, cette notion-là d'intégration. Et j'y reviendrai un peu plus tard, mais un projet sur lequel on met beaucoup d'emphase, c'est le projet à Rouen, qui roule maintenant depuis plus de 3 ans ce qui est intéressant, c'est que non seulement c'est un projet autonome, mais c'est un projet qui est autonome avec des véhicules et non pas des navettes et surtout à la demande. Donc ça, j'y reviendrai dans mes conclusions à la fin, mais c'est un volet d'autonomie réellement intégré. Mais cette notion-là à la demande et puis avec un autre type de véhicule que des navettes, c'est ce qui est particulier sur ce projet-là. Ça me fera plaisir de vous en parler un peu plus tard. C'est une boucle quand même qui roule environ de 10,5 km, là, vraiment dans la ville. Et c'est assez particulier, ça fonctionne très bien. Donc, c'est pour nous un beau projet. Merci Marie-Hélène. Clément, donc du côté de Keolis, quelle est la place donc, des navettes dans votre organisation? Déjà, effectivement, bonjour à tous et merci de m'avoir invité pour ce beau panel. Véhicule autonome pour Keolis, comme ça l'est effectivement pour Transdev, c'est un enjeu fondamental pour l'avenir. C'est une activité à part entière pour moi et pour beaucoup de mes collègues. Depuis 2016, on travaille de manière très active sur le sujet. On a déployé une cinquantaine de projets également dans le monde. On a aujourd'hui plus de 200 000 passagers, plus de 30 000 heures d'exploitation et 100 000 km au compteur sur des navettes autonomes de type que celle que vous avez vue à Montréal, à Candiac, aussi bien avec Navia qu'avec EasyMile. C'est une activité qui est fondamentale pour préparer l'avenir et qui rencontre maintenant aujourd'hui, on va dire, une deuxième étape. On était beaucoup basé sur des projets d'expérimentation pour tester l'acceptabilité, en maintenant évidemment des règles de sécurité qui sont fondamentales à ce type de projet et qui sont des valeurs fondamentales également pour le groupe Keolis. Mais c'est aussi une façon dorénavant de travailler sur des vrais aspects serviciels. Le transport à la demande tel que l'a décrit Marie-Hélène, mais également cette logique du dernier kilomètre, peut-être proposer des services de nuit à des moments où un bus de 12 mètres n'est pas forcément pertinent, arriver avec des véhicules plus petits, avec moins de contraintes humaines peut-être, serait très pertinent. À ce titre, nous avons donc déployé des projets un peu partout dans le monde et évidemment plus précisément au Québec, mais on y reviendra. Nous avons déployé sur notre site d'essai des mobilités autonomes qui se trouvent en France à côté de Châteauroux, sur un terrain de plus de 50 hectares, plus de 5 km de route qui nous permettent de tester toutes ces nouveautés et de pouvoir proposer, je l'espère, prochainement, des projets de ce que nous on appelle la pleine autonomie, puisque, comme vous le savez sans doute, sur les projets que l'on mène actuellement, il y a encore des safety drivers, des conducteurs ou opérateurs tels qu'on les appelle à bord pour garantir la sécurité et l'accueil des clients, pour tester cette acceptabilité. Mais l'objectif, c'est bien de passer sur des projets encore plus ambitieux, tout en gardant ce focus sur la sécurité, afin de proposer
donc ces services de pleine autonomie à nos clients, autorités organisatrices, villes, métropoles, etc. Ok, merci Clément pour les précisions. Donc on voit qu'il y a du développement qui continue dans chacune de vos deux organisations. On y reviendra sans doute en effet un petit peu plus tard. Donc si on revient concrètement sur les projets qui ont été réalisés au Québec, donc vous avez tous, je pense, bien exposé que les navettes autonomes, vous aviez déjà une bonne expérience avant d'arriver au Québec. Mais au Québec, pour nous, ça a été vraiment les tout premiers projets. Je pense que même ça a été les premières, même au niveau canadien, de faire rouler des véhicules autonomes sur la voie publique avec donc une notion d'usage. Avant de rentrer un petit peu là, sur les apprentissages, rapidement, là, en une phrase, est-ce que vous pouviez, pour ceux qui ont peut-être un peu moins suivi là, les projets, rappeler en quoi consistaient ces deux projets pilotes, à la fois à Candiac et puis à Montréal. Donc, Clément, vu que Suite Candiac a été le premier, je te laisse la parole. Rapidement, l'objectif du projet, le circuit, ça ressemblait à quoi à Candiac? Alors, l'objectif, c'était de pouvoir déployer ce type de solution dans des villes de taille un petit peu plus réduite, puisqu'il n'y a pas que les grandes villes qui ont la chance de pouvoir tester ces véhicules. On était donc sur la ville de Candiac, sur voie ouverte, sans séparateur, vraiment au milieu de la circulation traditionnelle de véhicules, entre le stationnement incitatif à proximité des voies ferrées et puis un parc au bord du fleuve, afin de desservir la zone et d'amener une solution de mobilité supplémentaire pour les habitants de Candiac. Ok, merci. Marie-Hélène, côté Transdev et à Montréal, quel était le contexte ou la différence pourquoi ce deuxième projet? Qu'est-ce qu'on est allé chercher de plus avec le projet de Montréal? Le projet de Montréal, en fait, il s'est fait en deux phases. Donc, j'aimerais rappeler qu'il y a une première phase en amont là, qui était de relier les différents lieux d'intérêt du Parc olympique et de la Tour de Montréal pendant quelques semaines. Mais le projet dont on va parler particulièrement aujourd'hui, c'est la deuxième phase qui avait vraiment la vocation de proposer un service aux résidents du quartier. Donc, les gens qui souhaitaient se rendre vers le marché Maisonneuve, donc un projet qui avec la différence de Candiac, qui était vraiment en zone urbaine. Donc, c'était la principale différenciation avec le projet de Candiac, donc évidemment sur voie ouverte en densité urbaine, dans un milieu donc dense, avec un trafic normal de la ville, et dans l'optique de relier les stations du métro du Parc olympique vers le marché Maisonneuve. Donc, tout ça dans une particularité de service dans la journée, 7 jours sur 7. Je vous dirais que la plus grande particularité, puis Clément et moi, on saura en parler, c'est que les défis en zone périurbaine et urbaine semblent différents, mais au final, ils sont souvent les mêmes. Parfait. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, bonne transition, Marie-Hélène. Clément, si je reviens vers toi. Donc, quels ont été là, les principaux enjeux dans le projet de Candiac et puis peut-être aussi ce qu'on pourrait appeler des bonnes surprises, des choses que vous avez agréablement vues dans ce projet au Québec par rapport à ce que vous avez peut-être fait ailleurs dans le monde. Donc, les enjeux principaux et puis peut-être les bons coups, les bonnes surprises que vous n'attendiez pas côté du projet de Keolis. Alors du coup, il faut d'abord rappeler, je pense, que mettre sur route ce type de véhicule n'est pas une chose simple. Il y a tout d'abord un problème de régulation. Ces véhicules autonomes sont des véhicules assez particuliers, sans volant, sans pédale, et donc nécessitent dans la plupart des pays des dérogations. Il se trouve qu'au Canada et au Québec plus particulièrement, il faut une autorisation du ministère des Transports et de la SAAQ. Il se trouve que Marie-Hélène et Sarah sont elles-mêmes allées présenter à l'Assemblée nationale du Québec pour l'adoption du projet de loi 165 qui modifie le code de la route et autorise sous condition ce type d'expérimentation. C'était donc une première et on a eu la chance de pouvoir le faire sur Candiac dans un premier temps afin de pouvoir tester toutes les problématiques que l'on pouvait imaginer. Point de vue régulation, mais ce n'est évidemment pas la seule chose, un point de vue organisationnel, et je remercie à ce titre la ville de Candiac de nous avoir accueillis sur son territoire, de nous avoir utilisé ses locaux pour avoir notre lieu de remisage, lieu de prise et fin de service, et également le lieu où on recharge le véhicule à proximité immédiate du parcours, et ce dans des conditions tout à fait idéales pour nous, ce qui est un enjeu non négligeable sur beaucoup de projets, de savoir où stocker le véhicule.
Un objectif également important pour nous sur la voirie en elle-même, arriver à faire cohabiter ces navettes avec des véhicules qui vont à plus grande vitesse. Il faut rappeler que ces navettes évoluent entre 10 et 20 km/h en moyenne et que forcément, elles peuvent engendrer certains bouchons. L'avantage du boulevard Montcalm à Candiac était de pouvoir laisser les navettes se faire doubler de manière sécurisée et ainsi d'avoir un service un petit peu plus facilité. Il y avait également un aspect important sur la connectivité avec les feux de circulation. On a eu la possibilité d'adapter ces feux afin de pouvoir faire traverser au carrefour à la navette, une fois encore, de manière sécurisée. Et puis évidemment, un aspect important sur ces expérimentations, à la différence de ce que l'on peut rencontrer dans le reste du monde, était de tester ces conditions hivernales que vous connaissez bien mieux que nous au Québec. Et je dirais que c'est sûrement ça la bonne surprise. On a bien entendu dû arrêter, puisque le projet a effectivement commencé en octobre 2018 et s'est arrêté en décembre 2019. L'hiver 2018-2019 était, je crois, un peu plus rude que le dernier. Mais en tout cas, on a eu la possibilité de rouler jusque fin décembre l'année dernière avec un petit peu de neige, évidemment, loin de ce que vous pouvez connaître à d'autres moments, mais c'était une première pour nous et la bonne surprise de ce projet. Okay, merci Clément. On y reviendra sans doute sur ces conditions hivernales. Marie-Hélène, de côté du projet de Montréal, donc les principaux enjeux ou bonnes surprises que vous avez eues dans ce projet? Bien, définitivement, sans revenir sur ce que Clément a dit, la mise en place de projets comme ça prend plusieurs semaines. Donc, tout ce qui est marche à blanc, c'est excessivement important pour s'assurer de la bonne faisabilité de ces projets-là. La signalisation également pour que les gens comprennent le projet, surtout dans un milieu urbain aussi dense. Donc, ça a été un bon défi. Impossible de cacher les problématiques mécaniques ou logicielles qui viennent avec ce type de projet-là. Donc, parfois, ça crée de la frustration. On doit retirer les véhicules de la route ou en mettre seulement un en service au lieu de deux. Donc, il y a des usagers qui n'ont pas su être desservis. En zone très urbaine, les problématiques liées à la voirie, d'avoir des véhicules soit mal stationnés ou des restrictions de circulation nous ont amenés à devoir soit arrêter les projets ou le modifier parce que la navette, comme elle est programmée sur un circuit, n'a pas l'intelligence de prendre une autre route ou quoi que ce soit quand il y a des travaux, n'a pas nécessairement encore, même si ça se développe, c'est les technologies de contournement, donc tout ce qui est stationnement intempestif sur la rue. Donc, il y a vraiment un gros travail de signalisation ou de voies dédiées qui est à travailler, d'après moi, et la ville aujourd'hui, ça a été un super partenariat de travailler avec la ville et tous les intervenants, et ça, je tiens à le mentionner, mais c'est la réalité de la ville qui fait aujourd'hui que ça a eu des défis. Puis je mettrais l'accent sur la lenteur de la navette. J'ai eu vent à quel point ça avait pu créer de la frustration pour certains utilisateurs. La navette, en fait, lorsqu'elle tournait sur le feu connecté, à 10 km/h, bien, en pleine ville, on ne peut pas nécessairement rallonger le feu de circulation aussi facilement que dans une ville qui est en zone périurbaine. Et la navette, elle a beau avoir des klaxons ou des gens qui veulent tourner, elle tourne à 10 km/h. Donc, la frustration que ça peut amener, je crois, ne vient pas aider l'acceptabilité sociale de ces navettes-là. Il y a eu des histoires où elle était en train de tourner, qu'elle aurait dû arrêter parce que finalement, c'était plus son tour de tourner. Donc, l'intelligence qu'un conducteur peut avoir de céder le passage, mais la navette ne l'a pas. Et sa ultra-sécurité qu'on tient pour que les gens soient en sécurité l'amène aussi des fois à faire des choix particuliers, donc de brusquer, de freiner très brusquement. Donc, vraiment, cette lenteur-là au feu est un bon défi qu'on retient. Il y a énormément de succès qu'on peut parler quand même par rapport à ça. J'imagine qu'on y reviendra plus tard, mais ça, je suis assez certaine pour en avoir entendu parler puis l'avoir vécu, des frustrations que ça peut apporter aux utilisateurs. Puis c'est un défi d'acceptabilité qui est particulier. Oui, en effet, on va y revenir tout de suite sur je pense que comme Sarah l'a mentionné au début de ce forum, l'objectif aussi de ces projets, ça a été de tracer un petit peu la voie, puis d'essayer aujourd'hui de transmettre les principaux apprentissages que vous avez faits dans un objectif de continuer à faire
progresser à la fois le développement technique des navettes, mais aussi bien sûr les usages et les déploiements à travers différentes municipalités. Donc Marie-Hélène, je vais rester avec toi puisque tu as commencé à aller dans cette direction. Les apprentissages pour toi importants à transmettre dans une logique là, de consolidation puis de connaissances collectives, soit au niveau des prérequis pour une municipalité, de dire avant de faire un projet de navette, il faut s'assurer d'un minimum de choses. Tu as parlé aussi bien sûr de l'usage. Oui. Donc, quels sont les principaux apprentissages que tu aurais envie de mettre sur la table pour le bien de tout le monde? Mais, premièrement, un des grands succès d'un projet comme ça, que ça soit peu importe à Candiac ou à Montréal, c'est le partenariat qu'on a avec les villes et les multiples parties prenantes pour le mettre en application. Je pense que le partenariat public-privé, tout partenaire confondu, est une clé. Il y a de nombreux intervenants et puis il faut s'assurer que tout le monde reste bien viser sur le même objectif là, de donner un service et d'essayer des projets comme ça. Donc, la bonne collaboration qu'on a eue, définitivement, est un facteur de succès, mais de succès à long terme également. Il y a eu des très bons sondages qui ont été faits par Jalon sur le terrain. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller lire les résultats du projet de Montréal, autant par la ville que par Jalon, qui ont été faits. Donc, les gens, les utilisateurs ont vraiment apprécié le service et nombreux étaient des résidents. Donc, cette boucle-là de 1,2 km leur a en fait été très pratique dans leur déplacement et il y en a certains qui l'ont utilisé à 2 ou 3 reprises. Donc, vraiment, cette notion-là du premier et du dernier kilomètre a pu être testée, a pu vraiment être quelque chose de réel et concret. Et ça, pour moi, c'est un vrai facteur de succès pour que les gens aient envie de continuer avec de tels projets. Donc, ce qu'on a ressenti, c'est que les gens étaient prêts, mais les gens l'ont trouvé utile également. Et ça, d'après moi, c'est un vrai facteur qu'on doit tenir en tête. D'après moi, qui est un facteur de succès, mais qu'on n'a pas encore expérimenté, c'est le facteur de longévité. Alors, aujourd'hui, on a fait des projets pilotes et c'est parfait. Je veux dire, je pense tout le monde, on a testé des projets quand même de moyenne durée, mais pour vraiment travailler avec les gens et s'assurer que l'acceptabilité soit pérenne, on est rendu à travailler sur des projets plus long terme. Ça, c'est un facteur de succès qui nous permet de travailler avec les parties prenantes et de modifier le projet dans le temps aux besoins et de vraiment travailler avec les collectivités pour que les gens apprennent à y travailler. J'ai envie d'amener un facteur de succès qui vient d'outre-mer, mais qui, je pense, pourrait nous être utile ici dans le futur, c'est la notion du transport à la demande. Donc, c'est souvent non seulement utile des navettes autonomes dans le cadre d'expérimentation, mais de commencer par un volet d'avoir un transport à la demande qui pourrait par la suite devenir autonome, pourrait être aussi une bonne marche à suivre. Je sais qu'on est dans un forum de navettes autonomes, mais ce qu'on ressent comme succès dans d'autres projets qu'on a à l'international, c'est qu'on est parti de transport à la demande pour par la suite l'amener éventuellement en autonomie. Donc, la fonction vraiment de répondre aux besoins des gens, non pas sur une horaire en particulier, mais à leur demande, c'est un bon facteur parce que la navette, elle roule tellement pas vite que le temps qu'elle fasse la boucle, ça peut être long avant qu'elle revienne. Donc, cette notion-là à la demande, elle est importante. Et définitivement, la notion d'intégration, j'y reviens, ça, c'est un apprentissage qui est bon, que j'ai présenté comme un succès à long terme pour nous et quelque chose qu'on doit retenir pour que ça soit pérenne et que les gens aient envie de l'utiliser. Merci Marie-Hélène. Clément, je te laisse aller sur un peu la même question, donc sur les apprentissages du projet, peut-être rebondir un peu sur ce que dit Marie-Hélène aussi. Je te laisse la parole. Je suis tout à fait d'accord avec Marie-Hélène. C'est fondamental de travailler en collaboration étroite avec les villes, les métropoles, et donc avoir un vrai partenaire afin de pouvoir réagir au mieux aux difficultés que l'on peut avoir sur ce type de véhicule. C'est une chance de pouvoir proposer au grand public des navettes autonomes, mais malheureusement, on est encore qu'au début, ou plutôt heureusement, parce que ça nous laisse évoluer. Et donc, il y a des difficultés liées à la vitesse, il y a des difficultés liées au lieu. Et c'est ça mon deuxième point, c'est l'importance de trouver le bon lieu pour le faire.
Il y a le sujet du service, et je te rejoins également, Marie-Hélène, qui est fondamentale. Il faut proposer une offre de service nouvelle et pertinente aux passagers, mais également techniquement réalisable. On passe beaucoup de temps à trouver le lieu idéal. On entend beaucoup parler, notamment en France en ce moment, de sites ruraux. Les sites ruraux sont encore très compliqués. Être en race campagne, c'est loin d'être idéal pour ce type de véhicule. La ville et les domaines périurbains sont plus aisés, même si à Candiac, on a dû également rajouter des obstacles fixes pour que la navette puisse se repérer de manière plus sécurisée dans son environnement et rouler plus sereinement. Ce sont tous ces éléments qui sont à prendre en compte dès le début afin d'assurer un service pertinent. Au niveau des cas d'usage, j'en profite également pour remercier le quartier d'innovation et la ville de Montréal, puisque nous avons gagné avec Keolis 2 appels d'offres pour des projets qui seront lancés l'année prochaine et qui vont nous permettre de tester de nouveaux cas. Je pense notamment au cas du désert alimentaire dans le quartier de la Petite Bourgogne à Montréal, afin de proposer un service aux habitants pour desservir une zone avec un supermarché notamment. C'est typiquement ce genre de cas qui nous intéresse afin de tester l'acceptabilité et essayer de fidéliser une clientèle, telle que tu le disais, Marie-Hélène, et puis pour pouvoir monter en compétences techniquement, puisque c'est aussi l'objectif de tous ces projets, entre celui que nous avons lancé à Lyon en France en 2016, au bord de la Saône, et celui que l'on a lancé à Candiac et ce qu'on va lancer prochainement. On a continué graduellement à monter en complexité. L'objectif, c'est de pouvoir demain arriver à proposer des services à des vitesses plus élevées, à plus de gens et avec encore plus de fiabilité que les premiers projets que nous avons lancés, tels que celui de Candiac, évidemment. En vous écoutant, là, on comprend donc aujourd'hui, les opérateurs recherchent plus donc des vrais usages. Hein. On est passé d'une démonstration plus technologique à rechercher des usages. Puis tous les deux, vous avez quand même beaucoup insisté sur cette notion de vitesse. Est-ce qu'on peut envisager, là, Clément, tu parlais de projets, est-ce qu'on peut envisager à court terme des nouveaux projets, mais qui amèneraient cette amélioration technologique, ou est-ce qu'on est encore dans les véhicules un peu qu'on a vus pour l'instant, avec toujours cette contrainte de vitesse qui semble avoir quand même posé un peu d'enjeu, soit au niveau de l'acceptabilité ou au niveau des parcours? Comment vous voyez un peu l'avenir là, rapide, assez court terme, là, sur l'aspect aussi technologique? Clément, là, si tu veux rebondir sur le projet dont tu parlais. Ah, alors, il y a mon sens de philosophie au niveau des fabricants de véhicules. Il y a les fabricants tels que Navia EasyMile ou Local Motors aux États-Unis qui proposent un véhicule qui est fait pour être autonome et qui, on va dire grosso modo, n'a pas de volant et pas de pédale, et qui va avoir du coup plus de contraintes sur la vitesse. Il se trouve que l'on évolue entre la vitesse que l'on avait au tout début sur un site tel que Candiac et à la fin du projet. On a réussi, grâce à des mises à jour logicielles, grâce à une meilleure connaissance du terrain, à augmenter encore une fois de manière sécurisée la vitesse. Alors, on n'est pas encore au-delà de 20 ou 30 km/h, puisque c'est plutôt ça l'objectif, mais ça va arriver prochainement. On parle aussi beaucoup de ces véhicules qui sont plus, on va dire, des minivans, des véhicules qui étaient des véhicules traditionnels et qu'on a rendus autonomes. Et là, effectivement, la vitesse est plus importante, mais on est sur une philosophie différente, puisque l'objectif est bien d'automatiser, d'autonomiser, si je peux me permettre, ces véhicules plutôt que l'inverse. Et donc, d'un point de vue acceptabilité, on est encore sur quelque chose de différent. Donc, il va falloir faire un choix, mais je pense qu'il y a la place pour les deux. Et justement, Marianne, ça fait le lien avec ce que tu parlais du projet de Rouen, qui avait l'air de ressembler un peu à ce que mentionne Clément. Est-ce que de ta connaissance, dans un horizon raisonnable, ce genre de projet de Rouen pourrait être imaginable au Québec au niveau d'une démonstration ou d'un essai? Comment tu vois les choses à ce niveau-là? Je le souhaite vraiment que ce soit le genre de projet qu'on puisse avoir chez nous. C'est un réel succès à Rouen, comme je le mentionnais. Ça nous permet d'éviter la frustration de la vitesse. Hein. C'est des voitures autonomes qui roulent et non pas des navettes. Donc, on atteint 30 km/h. Ça permet vraiment de transporter les gens basés plutôt sur un service à la demande qui est par la suite devenu une opération avec des véhicules autonomes. Donc, pour moi, ça coche toutes les cases. Donc, ça coche le volet, premièrement, de la priorité du transport qui est à la demande.
deuxièmement, qui éventuellement peut devenir autonome, et finalement, la vitesse de croisière pour s'assurer que ça soit logique pour les gens de l'utiliser à moyen et à long terme pour se rendre vers un rabattement d'un autre moyen de transport. Donc, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ce projet-là qui roule maintenant depuis plusieurs années. Et il y a une particularité de ce projet-là également que je trouve assez intéressant, c'est qu'ils se sont dotés de 400 ambassadeurs qui vraiment l'utilisent de façon officielle sur une base régulière, basée sur le fait qu'ils doivent donner une rétroaction. Et donc, ça nous pousse toujours à nous améliorer parce qu'on a non seulement nos utilisateurs ponctuels, mais également ces ambassadeurs-là qui travaillent avec nous pour qu'on améliore le service. Et on a même su gagner la sécurité avec eux ou même derrière leur tête en leur faisant visiter les centres de répartition et compagnie. Donc, je pense que cette notion-là de transport intégré à la demande, éventuellement autonome à une bonne vitesse, c'est des facteurs qui sont gagnants sur lesquels j'espère pouvoir faire des projets au Québec prochainement. Merci. Puis, vraiment, à vous écouter, là, on comprend finalement que la navette est un objet, puis la technologie pourrait s'adapter donc finalement à plusieurs types de véhicules. Justement, il y a une question là, qui est arrivée de l'audience, là, qui dépasse un peu le sujet, mais je vais vous la poser pareil en tant qu'opérateur. Est-ce que vous pensez donc que cette technologie d'autonomisation, comme Clément a inventé le mot, je vais essayer de le reprendre, est-ce que vous pensez que donc, cette technologie généraliste pourrait s'appliquer donc à d'autres véhicules, comme par exemple des autobus urbains pour des systèmes rapides? Est-ce que le potentiel est là à votre avis? Est-ce que c'est des choses en tant qu'opérateur que vous envisagez? Ou est-ce que vous restez quand même dans cette logique de premier-dernier kilomètre qu'on a mentionné, qui était un peu la spécificité des navettes? Ou est-ce que vous pensez que l'autonomisation pourrait s'étendre à des systèmes beaucoup plus complexes? S'il y en a un de vous deux qui peut répondre. Moi, je peux me lancer pour Transdev. Pour nous, on est opérateur. Hein. On ne sera jamais développeur de technologie. Donc, on fait des partenariats avec des entreprises qui développent les technos. Donc, aujourd'hui, il y a des navettes, il y a des véhicules. J'ai parlé assez positivement du volet des véhicules dans le type de service qu'on avait à offrir. Est-ce qu'un jour, on peut penser avoir des autobus? Pourquoi pas? Je ne travaille pas dans une entreprise de techno, mais il y a une chose vraiment que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, là où on est rendu, il ne faudrait pas sauter d'étape. On est encore à la phase d'intégration d'un point de vue premier-dernier kilomètre, à l'acceptation et à ce que les gens aient envie de les utiliser pour se rabattre vers un réseau. Donc, pour nous, il n'est pas question aujourd'hui d'un remplacement outre mesure, ou même on est très loin de vouloir remplacer le service par autobus ou quoi que ce soit. C'est vraiment une notion d'intégration dans l'optique de rabattre les gens vers des services. Alors, je ne connais pas les intentions des entreprises de techno, mais pour nous, d'un point de vue d'opération, notre vision, elle est claire, c'est une vision d'intégration. Clément, rapidement, je vais rebondir. Il y a d'autres questions, donc tu pourrais… Oui. Alors, donc, je confirme qu'effectivement, il n'est pas question aujourd'hui de remplacer des lignes de bus régulières par des lignes de bus autonomes. Pour autant, évidemment qu'on travaille sur la technologie avec nos fournisseurs de bus. Donc, on a des autobus de 12 mètres qui commencent à se rendre autonomes, on va dire ça comme ça. Et donc, il est fort probable qu'à partir de 2021, en tout cas, on travaille très durement sur le sujet pour pouvoir lancer des premières expérimentations avec ce type de véhicule. Mais évidemment, comme pour les navettes, on commencera par des cas d'usage un petit peu simplifiés, des voies dédiées, ce qu'on appelle des bus à haut niveau de service chez nous, qui seront dans un environnement un petit peu protégé, mais qui est une première étape nécessaire au déploiement à plus grande échelle. Okay, merci. Rapidement, là, on a 3 questions, il reste 3-4 minutes, on va essayer de les passer rapidement, sinon, je vous disais, on essaierait de répondre en écrit, mais rapidement sur les données, hein, il y a 2 questions là qui pourraient toucher un peu la partie données. Donc, est-ce que les données sont partagées avec les villes? Est-ce qu'il y a des données particulières qui pourraient être intéressantes pour les villes de connaître par rapport à ces systèmes-là? Et je rajoute dans cette question la partie sécurité, la cybersécurité, bien sûr. Est-ce qu'il y avait des enjeux particuliers qui avaient été, des précautions particulières là, qui ont été faites dans les projets? Ou comment vous voyez ça? Donc, partage des données, cybersécurité, je mets ça dans la même question. Je vous laisse aller qui veut prendre la balle au bon.
Je peux peut-être commencer si tu veux, Marie-Hélène. Vas-y. La cybersécurité est évidemment fondamentale. Il se trouve qu'on est sur un véhicule qui n'est absolument pas contrôlable à distance, donc on réduit grandement le risque sur des parcours préenregistrés. Donc il est évident que ça a été by design, on va dire, fait pour être sécurisé sur ce point. Sur le partage de données, c'est un sujet qu'effectivement on aborde avec beaucoup de villes, dont Montréal, afin de permettre de partager au plus grand nombre. On a 2 types de données, grosso modo, des données d'exploitation, l'opérateur, la vitesse, la position du véhicule, etc. Puis des données un petit peu plus techniques, qui sont des données de perception de l'environnement, des données des capteurs, et qui là sont un petit peu plus difficiles à partager. Néanmoins, je ne doute pas qu'on arrivera à le faire pour pouvoir permettre de nouveaux cas d'usage, permettre à la ville de connaître la qualité de son réseau ou le nombre de véhicules stationnés, etc., tout en respectant des règles de protection de la vie privée, évidemment. Mais en tout cas, c'est des sujets sur lesquels on travaille. Je ne répéterai pas ce que mon collègue a dit, 100% aligné. Ok. Donc, une question, je pense que bien sûr, vous avez la réponse. On a parlé beaucoup des usagers, des utilisateurs. Marie-Hélène, tu référais à un rapport, donc peut-être cette information va se trouver là-dedans, mais est-ce qu'il y a eu donc un comptage, une analyse des flux? Est-ce qu'il y a une étude un peu, même si on sait, hein, je le répète pour tout le monde, on était avant tout dans des démonstrations technologiques. L'usage, je pense qu'on l'avait bien compris, c'est quelque chose qu'on veut aller maintenant plus en avant, mais est-ce qu'il y a quand même des petites données sur l'usage, le comptage qui nous semblent montrer être positifs? Oui, très positif. Donc, dans le rapport, effectivement, de Jalon, on a plus de détails. Donc, on parle d'environ 4000 utilisateurs sur 6 semaines. Et vraiment, comme je l'ai mentionné, certains qui l'ont utilisé à quelques reprises, vraiment dans une optique de vie de quartier. C'était des résidents qui vraiment avaient à se déplacer, soit vers le métro ou vers le marché Maisonneuve. Donc, pour moi, c'est des données très encourageantes qui montrent que les gens se sont sentis assez en confiance pour le reprendre, premièrement, parce qu'on l'utilise plus qu'une fois, et ils l'ont utilisé dans le cadre de leur vie normale et non pas dans le cadre d'un passage pour l'essayer. Ça, pour moi, c'est positif pour le futur, vraiment. Clément? Peut-être en complément de ce que tu as dit, Marie-Hélène, rajouter l'importance de certaines données, notamment lorsque l'on envisage les services sans opérateur à bord, des nouveaux outils qu'on appelle de FMS, Fleet Management System, pour outils de gestion de flotte vont devenir fondamentaux. Comment superviser ce type de véhicule, comment l'intégrer, comment on le fait par exemple sur des trous automatiques qu'on exploite depuis 1983 côté Keolis, et dans lequel on a beaucoup d'expertise. Ça va être, à mon sens, un des plus gros enjeux des années à venir. Merci. Écoutez, il nous reste une petite minute pour être dans les temps. Donc, je vous remercie d'avoir répondu aussi clairement à toutes les questions. Je vois qu'il n'y en a plus pour le moment. Donc, je vais aller à la conclusion. Marie-Hélène, Clément, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour le Québec? La conclusion, je comprends que c'est positif. Un petit mot chacun là pour nous dire comment vous voyez la suite. Écoutez, personnellement, pour moi, j'ai l'impression de me répéter, mais non seulement Transdev y croit, mais c'est viable pour nous lorsque c'est intégré, lorsque c'est long et périn. Et définitivement, j'aurais envie qu'on se laisse sur une vision qui, pour nous, a bien marché à date. C'est de débuter par un volet de transport à la demande qui, éventuellement, par la suite, peut être autonome. Ça crée cette notion-là d'utilisation, de rabattement éventuellement sur d'autres transports. Et l'autonomie, c'est une facette. Pour moi, le volet du transport à la demande et de s'assurer qu'on répond à un réel besoin, c'est assez important. Merci Clément. Le mot de la fin? À nouveau, je partage ton avis, mais je pense surtout, avec le regard de Français que j'ai, mais en comparaison de toutes les autres expérimentations, que toutes les conditions sont réunies au Québec pour pouvoir mener à bien ce type de projet, en complément évidemment de toute le reste de l'offre de transport, afin d'apporter un service qui sera de plus en plus pertinent pour les passagers. Écoutez, je vous remercie, Marie-Hélène Cloutier, Clément Aubourg. Merci d'avoir contribué à ce retour d'expérience. On va enchaîner avec la suite de ce webinaire, donc en donnant la parole maintenant aux municipalités. Alors, je vais juste repartir ici. Laissez-moi une petite seconde de faire la manipulation. Et donc, on va avoir un petit peu le même échange avec les différents représentants des municipalités donc, qui
ont partagé, qui ont participé à ces différents projets. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir pour cette deuxième partie là, donc, du forum Monsieur Normand Guyotte, donc, qui est maire de Candiac. Normand, je te laisse ouvrir la caméra, merci. Bonjour aussi Madame Sophie Moserolles, donc, qui est conseillère à la ville de Montréal et qui est aussi associée à l'urbanisme et à la mobilité, donc sur le comité exécutif de la ville. Donc, merci de vous joindre, vous deux, à cette deuxième partie donc, du forum. On a écouté donc, les opérateurs nous parler finalement du succès et des différents apprentissages. Et aujourd'hui, cette deuxième partie va donc plus regarder le rôle des municipalités dans ces projets. On a compris qu'il y avait une collaboration forte entre les opérateurs et les villes, mais on a hâte de voir de votre côté qu'est-ce que vous avez appris, comment vous avez vécu ces projets. Je rappelle donc pour ceux qui se joignent juste à l'instant ou qui ont repris le forum en cours, donc vous avez la possibilité de poser des questions en ligne et on va tâcher d'y répondre à la fin en gardant quelques minutes. Donc n'hésitez pas à poser vos questions pour tirer profit de l'expérience de nos deux panélistes. Donc, on va commencer un petit peu comme on l'a fait avec les opérateurs, peut-être par une question un peu plus générale. Madame Moserolles, je vais commencer avec vous. Pourquoi la ville de Montréal a voulu se lancer ou se prêter au jeu de déployer un projet de navette autonome sur son territoire? Et puis, Monsieur Guyotte, la même question pour vous. Pourquoi une ville, souvent on voit des grandes villes se positionner dans ces projets, pourquoi une plus petite municipalité a osé faire le saut et à quoi ça correspondait? Madame Moserolles, je vous laisse la parole pour démarrer. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Écoutez, pour nous, c'était un no-brainer, si vous me permettez l'anglicisme. C'était vraiment parce qu'il y avait une volonté d'apprentissage. On sait qu'il y a de nouvelles formes de mobilité qui vont se déployer dans les prochaines années et c'est important pour nous de les tester. On sait qu'il y a un appétit pour ces nouvelles formes de mobilité-là et bien entendu, on doit travailler là, à développer différentes alternatives là, à l'auto solo. Et ça passe bien entendu par un réseau de transport public qui est structurant, mais qui fait aussi appel à ces nouvelles mobilités, à des mobilités plus douces, à des innovations technologiques pour vraiment avoir un réseau qui est complet. On parlait dans le panel précédent de rabattement, donc de vraiment multiplier le type de stratégie pour offrir une expérience de mobilité qui est intéressante et qui aussi répond à différents types de besoins. Donc, c'est important aussi de tester les navettes autonomes pour voir justement à quel type de besoin ça peut répondre, quel usage on peut en faire. Donc, bien entendu, là, la Ville de Montréal est au rendez-vous pour tester ces nouvelles formes de mobilité-là qui sont très prometteuses pour l'avenir. Merci. Monsieur Guyotte, côté d'une ville plus petite comme Candiac, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'expérimentation, dans le test de ce genre de véhicule? D'abord, merci Benoît de l'invitation à ce forum, très apprécié. Alors, j'aimerais profiter de l'occasion aussi pour saluer Clément, saluer aussi Marie-Hélène ainsi que Sarah, donc, et Sophie, et première rencontre. Alors, intéressant d'être avec toi sur ce panel. Alors, écoutez, l'expérience de Candiac, comment est-ce que ça a commencé? En fait, je vais partir du début. Le Conseil de la Ville s'est donné un plan stratégique il y a 3 ans. Donc, puis dans ce plan stratégique, évidemment, le développement durable est une pierre angulaire. Et de travailler aussi des dossiers concernant les villes intelligentes faisait partie aussi des actions qu'on s'était données au Conseil de la Ville. Alors, suite à différents congrès, différentes rencontres, entre autres avec IVO et donc par le passé, sachant qu'il y avait un projet comme ça qui était pour aboutir au Québec de véhicules autonomes, alors les membres du Conseil ont été unanimes de travailler sur un dossier semblable et de faire partie de la solution d'innovation technologique en lien justement avec la planification stratégique. Nous pensions, et on pense encore, que l'endroit du projet TOD de Candiac, donc le square Candiac, est un endroit idéal parce que ça pourrait représenter un trajet de 1 km. Donc, quand on parle de dernier kilomètre, effectivement, entre notre projet TOD, qui est un projet de développement de 1500 unités de logement, et le parc André Gicoté au bord de l'eau.
Donc, un trajet intéressant avec plusieurs obstacles qu'on aura peut-être l'occasion de parler tantôt pour faire de tests justement pour la navette autonome. Merci à vous deux donc, pour cette introduction. Donc, tout à l'heure, on a entendu les opérateurs nous présenter leur rôle, hein, qui était beaucoup au niveau technologique. On a compris l'intégration dans leurs services. Ce qui serait intéressant de voir avec vous, parce quel a été le rôle des municipalités. Si d'autres villes veulent s'embarquer dans ce genre de projet, ben, à quoi elles doivent s'attendre comme responsabilité, comme chose à gérer qui dépend vraiment de la municipalité. Madame Oswald, je vous redonne la parole là-dessus. Les agents municipaux, les fonctionnaires, à quoi ils doivent s'attendre s'ils s'embarquent dans ce genre de projet, puis peut-être aussi même les élus, peut-être qu'ils ont été questionnés. De manière générale, je pense que c'est important comme municipalité, quand on veut lancer ce type de projet-là, d'agir comme facilitateur. Là, de manière très globale, c'est le premier rôle. Ceci dit, là, dans le contexte de la Ville de Montréal, c'est de nombreux services qui ont été mis à contribution, bien entendu le LIUM, le laboratoire d'intelligence, et le service d'urbanisme et de mobilité, bien entendu, parce que quand vient le temps de choisir un trajet, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Il faut s'assurer que le cadre bâti soit adéquat, que l'emprise de la rue soit adéquate. Donc, pour venir travailler sur le parcours, il y avait aussi un gros travail à faire au niveau des infrastructures, que ce soit de coordination des feux de circulation, de s'assurer que la chaussée était adéquate, que le marquage au sol aussi répondait là, aux besoins du projet. Ensuite, bien entendu, nos services d'urgence ont interpellé que ce soit le service de police et d'incendie pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'enjeu de leur côté. Et une des choses dont je pense qu'il ne faut surtout pas faire l'économie quand on fait ce type de projet-là, c'est la communication. Donc, nous, on a interpellé beaucoup notre service de communication pour préparer un petit peu le terrain, pour bien vulgariser quel était le projet, quelles étaient les retombées attendues, les impacts et tout ça, parce qu'on sait que ça suscite beaucoup d'engouement, ce type de projet-là, mais c'est une technologie qui est nouvelle et ça peut aussi créer un petit peu d'inquiétude, de préoccupation auprès des citoyens. Donc, il faut être très proactif au niveau tant de la pédagogie en amont du projet, mais de réagir aussi aux différentes préoccupations qui nous sont soulevées sur le terrain. La dernière chose, je pense, qui est fondamentale pour une ville quand on se lance dans ce projet-là, c'est de s'assurer de documenter ces expériences-là. On est au balbutiement, si je peux dire, de ces technologies-là. Donc, c'est très important de faire des post-mortem, de s'assurer de bien documenter ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné pour que ça puisse servir finalement tant à la ville qu'aux autres municipalités qui veulent mettre en œuvre ce type de projet-là. Merci, M. Diotte. Donc, côté d'une ville plus petite, est-ce que c'est un peu les mêmes implications? Comment vous avez vécu dans votre équipe la participation à ce projet? Oui, il y a des éléments évidemment qui se ressemblent. Alors, je vais compléter. Le premier élément fort important qui est abordé tantôt par les premiers panélistes, c'est la question de partenariat. Alors, j'insiste là-dessus. C'était vraiment la pierre angulaire finalement de la réussite du projet. Beaucoup de gens ont été impliqués dans le dossier, dont évidemment IBO, Propulsion Québec, Keolis et Navia, le constructeur aussi donc, du véhicule. Et je dirais l'ensemble aussi des membres de la ville de Candiac qui ont participé, des gens qui ont été impliqués. Et c'était excitant. Hein? Écoutez, là, c'était la première navette autonome sur route au Canada, sur voie publique. Alors, écoutez, juste le fait de travailler dans un dossier semblable donnait un défi là, à tout le monde qui y ont participé. Alors, je peux dire que les employés, entre autres, eux, étaient vraiment là, très, très impliqués. Et la collaboration est exceptionnelle avec les différents partenaires que j'ai mentionnés tantôt. Alors, ça, c'est le premier volet. Évidemment, de mettre ça en place, oui, au niveau des infrastructures, il y a plusieurs ajustements que nous avons dû faire. Là, Bouvard-Montcalm, on avait une piste cyclable qui était là unidirectionnelle. Donc, il a fallu, par les communications, entre autres, de dire qu'il n'y aura plus de piste cyclable sur route parce que la navette avait à traverser, évidemment, les deux côtés de la rue. C'est une chose. L'aspect, évidemment, de la signalisation fort importante aussi. Une voie ferrée à traverser, c'est un défi quand même intéressant. Donc, il y a des tests qui ont été faits à cet effet-là là-dessus. Une intersection avec des feux de circulation. Alors, il y a eu la participation de la firme Orange pour développer un mécanisme de détection des feux de circulation. Ça, c'est ce qui en a impressionné plusieurs usagers, d'ailleurs, de voir que la navette était vraiment intelligente pour détecter les feux. Et toutes sortes d'autres obstacles aussi que nous avons rencontrés parce que c'est un projet qui est en développement, le Square Candiac.
Et le fait qu'il y a la construction qui avait de la poussière, évidemment, faisait en sorte que la navette avait réagi aussi avec la poussière et avait arrêté parce qu'elle ne savait pas ce qui se passait. Il a fallu aussi, au niveau du boulevard, émonder des arbres de plusieurs pieds de haut, ne serait-ce que les feuilles qui tombaient à l'automne, le premier automne, devant la navette, faisaient en sorte que la navette arrêtait parce qu'elle détectait un mouvement dans ma haie qui était simplement une feuille. Donc, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs ajustements qui ont dû être faits. Et évidemment, bien, le garage qu'on a rendu disponible ici pour pouvoir abriter la navette pendant 1 an et demi de temps et pour que les gens de Keolis puissent évidemment là, faire les ajustements mécaniques requis. Donc, c'était une foule de choses finalement qui étaient toutes nouvelles à penser, mais le travail d'équipe avec tous a été impeccable. Je vais peut-être rebondir sur ce que disait Mme Moserolles sur la partie communication. Vous, en tant que ville, ben, c'est évident que la population, c'est votre priorité. Donc, se lancer dans des projets innovants comme ça, quel a été un peu est-ce que vous avez eu des appels de la population? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont émergé suite à ce projet? Comment a été la réaction finalement de vos citoyens? Est-ce que vous avez eu des conflits particuliers à gérer ou des félicitations, des interrogations? Comment ça s'est passé l'interaction avec votre population par rapport à ce projet? Bien, a priori, on s'attendait à ce qu'il y ait un certain appétit. Ceci dit, comme je le disais, c'est bien important de préparer le terrain pour rassurer les citoyens et citoyennes qui auraient des préoccupations. Comme je le disais tout à l'heure, ça reste que c'est nouveau. Ce qui a été très surprenant là, dans le cadre des projets qui ont été mis en place, c'est qu'on a eu un engouement de la part de groupes de citoyens et citoyennes auxquels on ne s'attendait pas. Par exemple, il y avait une résidence pour personnes âgées qui était sur le parcours et vraiment, il y a eu une réponse là, super intéressante, un engouement de leur part de vouloir l'essayer, de voir comment ça fonctionne. Donc, c'était très intéressant de voir là, que ça rejoignait différents types de populations auxquelles on ne se serait pas attendu d'emblée. Bien sûr, c'est un projet, là, parce que la gouvernance à la Ville de Montréal est complexe, mais c'est un projet qui était porté, bien entendu, par la Ville-Centre, mais qu'on a fait en collaboration avec les arrondissements aussi dans lesquels ces projets-là se déployaient. Non, c'était au dernier panel, on parlait du Sud-Ouest. Là, on n'a pas eu l'occasion de le mettre en œuvre cette année, ce n'est que partie remise, mais dans Mercier, Hochelaga, Maisonneuve, bien entendu, on a travaillé en partenariat avec l'arrondissement parce que c'était beaucoup eux là, qui recevaient des questionnements ou des préoccupations, mais somme toute, ça s'est très bien passé. Il y avait vraiment une curiosité à l'égard de ce projet-là. Et je pense que vraiment, quand on explique en amont le fait que c'est une nouvelle technologie, qu'il risque d'y avoir des ratés et que c'est normal et qu'on est dans des phases d'apprentissage et de tests, c'est très bien reçu de manière générale par la population. Okay. Côté de Candiac, avec le tracé qui passait aussi, donc tu parlais, Normand, d'avoir supprimé une piste cyclable. Il y avait aussi certains camions là, qui font aussi qui passent au niveau des différents industriels. Est-ce que tout ça a bien cohabité? Quelle a été l'adhérence finalement ou l'adhésion du projet de la part de vos citoyens dans la municipalité? C'est sûr qu'au niveau de l'ensemble des citoyens, c'était une nouvelle fort agréable qui était très bien reçue. Et évidemment, vu que c'était une première au Canada, on a eu des gens qui sont venus de partout. Hein. Évidemment, ce n'était pas juste des citoyens de Candiac. Alors, à chaque semaine, donc, on avait des appels pour venir tester la navette. Oui, par contre, évidemment, au niveau de l'utilisation, il y a des conflits sur route. C'est un boulevard. Donc, il y a des camions, des vannes qui passent sur ce boulevard-là. Donc, il y a des trottoirs, piétons, etc. Donc, avec un projet en développement aussi. Donc, il y avait certaines contraintes. Comme il était mentionné un petit peu plus tôt, c'est arrivé à quelques occasions des utilisateurs, des automobilistes ou des camionneurs frustrés parce que la navette était en avant et s'apprêtait à tourner donc à gauche. Et là, donc, le conducteur arrêtait, ne savait pas trop exactement ce que la navette était pour faire. Donc, un petit peu d'impatience. Donc, c'est arrivé effectivement. Mais c'est un projet pilote et dans l'ensemble, on peut dire que tout le monde est content parce que c'était attrayant. Et surtout, si on regarde le côté, évidemment, mobilité, c'est une question de diversification de l'offre. Alors, évidemment, nous, le dernier kilomètre, c'est quelque chose qu'on aimerait intégrer éventuellement au réseau de EXO. D'ailleurs, on est en discussion avec EXO sur ce dossier-là et on veut continuer à développer en partenariat avec eux une ligne permanente, évidemment, de ce type de transport-là. Alors, on est là présentement et donc, on
confiants pour l'avenir. Merci. Je vais prendre une question parce que comme on est dans le volet population ou citoyen, je vois qu'il y a une question qui est soulevée. Est-ce que vous, les citoyens, est-ce que vous avez essayé de les solliciter d'une certaine façon pour vous aider à déployer le projet, alors soit par les inviter à vous donner des rétroactions, soit en ligne, soit dans des sondages? Est-ce que pour le parcours, est-ce que les citoyens peuvent être impliqués ou dans quoi on pourrait impliquer les citoyens si on veut s'assurer de déployer un projet pilote qui soit pertinent? Est-ce que c'est quelque chose qui a été fait là, dans vos projets respectifs? Sophie, je vous dites oui de la tête, alors je vous donne la parole. Oui, bien, on a fait des sondages d'acceptabilité sociale là, à différentes étapes, en fait, là, de la démarche. Puis, bien entendu, là, ce type de projet-là, ça a fait partie finalement de la démarche de post-mortem. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même vu là, des résultats qui étaient très satisfaisants puis encourageants pour la suite. Mais encore une fois, je pense qu'effectivement, si on veut implanter ce type de projet-là, qui sont encore pour l'instant là, des projets tests et tout ça, mais si on veut en faire justement des alternatives pour faire du dernier kilomètre ou pour répondre à certains besoins très spécifiques, c'est fondamental d'impliquer les différents groupes, les différents partenaires, la population, pour s'assurer justement qu'on a d'une part une acceptabilité sociale, mais aussi c'est garant de la réussite d'un projet, là, parce qu'on veut aussi que les citoyens et citoyennes participent au projet, embarquent. Et je trouvais ça très intéressant là, lors du panel précédent où on disait, bien, au début, on s'attendait à ce que les citoyens et citoyennes viennent tester ces nouvelles formes de mobilité-là, mais ce qu'on se rend compte finalement, c'est qu'elles et elles reviennent. Donc, il y a une volonté justement d'en faire un usage qui n'est pas juste de l'ordre de l'expérientiel. Et pour y arriver, c'est très important d'impliquer nos citoyens et citoyennes. Normand, du côté de Candiac, est-ce qu'il y a des sondages particuliers ou des choses que vous avez essayé d'initier pour impliquer les citoyens dans le projet? Les commentaires reçus sur nos différents médias sociaux étaient évidemment positifs, mais ont quand même suscité un certain débat jusqu'à un certain point, parce que quand on parle de véhicules autonomes, pas de chauffeur, la question qui a été soulevée un petit peu plus tôt à l'effet de dire qu'on ne veut pas remplacer les autobus non plus, ça a été soulevé aussi. Les gens ont dit, bon, mais quel est l'avenir des véhicules autonomes? Ça veut-tu dire que ça va remplacer les autobus, ça va remplacer les chauffeurs? Et c'est allé jusque-là de dire, bon, à un moment donné, c'est quoi l'impact sur l'emploi même? Alors, on n'est vraiment pas rendu là, mais quand même, la réflexion a quand même été amorcée et est venue de certains usagers. Alors, c'est sûr qu'il faut y penser, mais comme il a été mentionné tantôt, le but n'est pas de remplacer, c'est un service complémentaire, donc un service à la demande. Alors, il faut le voir comme une intégration et une offre de services supplémentaires. C'est comme ça qu'il faut le voir. Puis je pense que c'est comme ça aussi qu'il faut penser pour nos citoyens. De quelle façon on peut les desservir en offrant une panoplie de services avec des services intégrés, c'est fort important aussi. Et je pense que c'est comme ça qu'on rejoint nos citoyens puis qui vont continuer à prendre le transport collectif. OK. Merci pour ces petits compléments. Le temps passe, donc on va reposer la question, quitte à revenir peut-être sur des choses que vous avez déjà dit, mais pour revenir vraiment sur un peu le passage de témoin, là où les apprentissages, Mme Bozereau, vous disiez, c'est important de faire un bilan, puis de le communiquer pour que les gens puissent aller aussi de l'avant avec leurs propres projets. Donc, est-ce qu'il y a des apprentissages ou des petits drapeaux à agiter sur les choses vraiment importantes à transmettre à des municipalités qui souhaiteraient partir dans un projet? Sophie, votre réaction par rapport à ces apprentissages et transmettre le ballon à d'autres municipalités? Je pense qu'il y a un travail d'une part à faire en amont pour vraiment s'assurer de trouver le bon parcours. On en parlait tout à l'heure, il y a toutes sortes d'enjeux, que ce soit des pistes cyclables, que ce soit, M. Diot parlait là, de chemin de fer. Donc, il y a vraiment une réflexion à avoir là, en termes de où on met en place ces projets pilotes, parce qu'il y a des enjeux d'achalandage, il y a des enjeux de partage de la route, on doit composer avec différents usagers, différents impératifs. Donc, ça, c'est très important. Ceci dit, il ne faut pas non plus lésiner sur l'usage que l'on souhaite en faire. On a tendance à vouloir mettre en place des navettes autonomes parce que c'est le shiny new toy, là, si vous me permettez l'expression, mais il faut aussi se questionner en amont de la démarche à quoi on répond comme besoin, parce qu'il y a certains contextes où peut-être que la navette autonome ne sera pas le meilleur outil pour répondre à un besoin. Donc, je pense que c'est très important de se questionner quant à l'arrimage de la technologie versus le besoin auquel on souhaite répondre. Sinon, l'autre chose, j'en parlais tout à l'heure, la communication, mais
il faut bien sensibiliser les gens au fait que c'est, et notre propre administration et fonction publique aussi, au fait que c'est une technologie qui est encore expérimentale, donc qu'il y a une marge d'erreur qui est importante. M. Diot en parlait tout à l'heure, que ce soit la poussière, que ce soit les feuilles peuvent avoir un impact sur le projet. Donc, il faut s'attendre à ce que tout ne soit pas parfait. Il faut qu'on ait des équipes qui soient mobilisées pour venir répondre et corriger ces petits impératifs-là au cours, finalement, du projet. Puis, finalement, à plus moyen, long terme, je pense qu'il faut effectivement aussi réfléchir, quand on met en place ce type de projet-là, à une certaine concordance avec nos autres réseaux de transport, donc, et qu'il y ait une cohérence, finalement, dans l'offre de services qu'on déploie. Normand, les apprentissages principaux que tu aimerais transmettre à d'autres municipalités qui souhaiteraient embarquer dans ce genre de projet? Oui, bien, comme Sophie l'a mentionné, l'endroit, entre autres, est fort important aussi. On ne peut pas implanter ça n'importe où, hein? Alors, il faut discuter avec l'opérateur, évidemment, pour avoir les tenants et aboutissants et les besoins. Regarder les besoins de la population, de quelle façon on veut la desservir aussi. Bon, c'est sûr que dans le Grand Montréal, on sait qu'on a des projets TOD, on en a 150 identifiés sur le territoire de la CMM. Alors, c'est intéressant de développer ce genre de technologie-là dans des projets TOD à dimension humaine où, dans le fond, les rues sont petites, où on laisse de l'espace aussi dans des rues partagées. Donc, compte tenu que le véhicule ne va pas vite, alors ce sont des endroits quand même, je pense, qui sont privilégiés, comme on peut voir aussi en Europe. Mais ce qui est très important aussi, c'est, je vous dirais, l'implication de l'organisation. OK? Si on parle des municipalités, à ne pas négliger. Je vous dirais qu'il y a eu beaucoup de temps qui était investi de la part des employés dédiés à ce projet-là dans la ville de Candiac et je les remercie encore une fois pour leur travail. Et encore une fois, c'était fait en partenariat, mais à ne pas négliger. C'est intéressant, oui, c'est un projet qui est beau. Les gens disent, ah, c'est nouveau, puis c'est une nouvelle technologie, c'est le fun. Alors ça, chez nous, au-delà de ça, là, OK, il y a beaucoup, beaucoup d'investissements à faire. Alors, il faut être vraiment convaincu, OK, que c'est un besoin pour les citoyens. C'est un besoin aussi afin de participer au développement technologique qui est le futur, OK, de ce genre de véhicule-là. Et à partir de là, bien, je pense qu'on peut se lancer dans l'aventure. Mais il faut y penser comme il faut avant. Okay. Merci. Le temps passe. Je vais essayer de prendre les questions là, de l'audience. On a parlé tout à l'heure avec les opérateurs des données, le partage des données. Est-ce que dans vos municipalités, ça a été quelque chose de sensible? Est-ce que vous avez demandé ou est-ce que vous êtes intéressé par certaines données que les opérateurs pourraient détenir là, dans ce genre de projet? Donc, est-ce qu'il y avait eu une attention particulière de votre côté par rapport, ou des négociations difficiles par rapport à cet enjeu de partage de données avec les opérateurs, Sophie? Mais on l'a évoqué au panel précédemment, il y a effectivement des discussions là, qui ont cours avec les différents opérateurs parce que effectivement ces données-là, bien qu'il y ait certaines préoccupations là, par rapport à la sécurité quand on les utilise, il y a aussi un énorme potentiel de développement. Là. Si on envisage qu'il y a des navettes autonomes qui circulent, qui sont justement capables en même temps de déplacer des citoyens et citoyennes, de prendre des données sur... on parlait du stationnement tout à l'heure. Donc, il y a vraiment une pléthore là, d'utilisations qui peuvent être faites de ces données-là. Ceci dit, c'est un work in progress. On n'est pas rendu, je pense, au plus loin de ce que ces projets-là ont comme potentiel pour les données. Et bien entendu, là, à la Ville de Montréal, on a cette volonté-là là, de partager le plus possible les données pour que ce soit au bénéfice de tous les usagers. Là, parce que ce qu'on se rend compte avec les données, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit comment certaines données peuvent être utilisées par d'autres partenaires pour répondre à d'autres préoccupations. Donc, ce sont des discussions qui sont en cours et on va être au rendez-vous, là, bien entendu, pour bonifier ces échanges-là, bien entendu, là, dans le respect de la sécurité des données de toutes et tous. Là. Okay, Normand, sur les données, est-ce que ça a été un sujet sensible ou un sujet abordé dans le cadre du projet pilote ou ce n'est pas encore rendu à ce niveau-là? Bien, c'est sûr que c'est un élément fort important parce que la base, c'est finalement de l'expérimentation, c'est de collecter des données et le plus fiable possible. Par contre, pour nous, comme utilisateurs, c'est sûr que des données d'achalandage, entre autres, c'est fort pertinent dans un cadre de test comme ça. Bien, il y a quand même aussi des données techniques, des résultats techniques que je vous dirais que nous, on n'a pas nécessairement posé trop de questions parce qu'effectivement, on pense que c'est à l'opérateur, au constructeur de conserver ces données-là afin de pouvoir poursuivre le développement de la technologie.
Alors, oui, il y a des données qui peuvent être partagées, mais il y en a d'autres qu'on comprend dans le cadre aussi d'un processus comme ça de développement, qu'on veut garder quand même certaines données pour pouvoir développer dans l'avenir. Mais bref, je pense que dans l'ensemble, nous avons eu les résultats que nous voulions et je pense aussi, puis les opérateurs pourront dire qu'ils ont obtenu aussi des résultats autant d'été qu'en partie d'hiver aussi, comme c'était mentionné tantôt, qui était le but premier, entre autres, de tester la navette avec des conditions assez difficiles, donc hivernales. Merci. Peut-être je prends la dernière qui est là, puis qui, je pense, au niveau des municipalités, ne tombe pas forcément dans votre cours et encore, mais c'est sûr que dans le projet pilote, peut-être on regarde peut-être un petit peu moins les coûts de la rentabilité de la mobilité ou du transport. De votre expérience là, dans les différents projets là, que vous regardez, normalement tu mentionnais qu'avec Exo, vous étiez en discussion, la Moserolles à Montréal, on a entendu qu'il y avait d'autres projets qui arrivaient. Est-ce que la notion du coût du transport, est-ce que c'est des choses que vous commencez à aborder avec les opérateurs ou est-ce qu'on est encore trop dans la phase pilote pour envisager ce genre de discussion sur finalement l'intérêt économique de ce genre de mobilité par rapport à d'autres solutions? Bien honnêtement, de notre côté, on est encore trop au niveau expérimental et test là, pour venir vraiment faire une étude exhaustive à savoir est-ce que ces projets-là sont rentables comparativement à d'autres mode de transport. Je doute que ce soit le cas pour l'instant. Ceci dit, ça ne vaut pas la peine. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire l'économie qu'il faut faire l'économie de ce genre d'initiative-là parce qu'on sait que de toute façon, avec les améliorations technologiques, ce genre de mobilité-là vont arriver. Donc, il faut être prêt. Par ailleurs, pour l'instant, en termes de coûts, pour comparer, on n'est pas rendu là. Ce qui est intéressant, puis s'il y a d'autres municipalités qui veulent se lancer dans l'aventure aussi, c'est bien entendu là, de faire des financements avec des partenaires, que ce soit les autres paliers de gouvernement aussi, parce que je pense que ça va venir répondre à un besoin là, qui va au-delà d'un besoin métropolitain et municipal. Donc c'est la réponse que j'aurais à ce moment-là. Pour financer, je pense, là, des projets pilotes et tout ça, là, les sommes sont au rendez-vous. Quant à faire une réflexion là, plus poussée sur la rentabilité de ces projets-là, je pense qu'on n'est pas encore là en termes de démarche. Monsieur Diop, dans vos discussions actuelles, est-ce que c'est des enjeux qui apparaissent ou c'est encore trop tôt? Bien, comme j'ai mentionné tantôt, nous, on avait poursuivi les discussions évidemment avec Keolis et pour pouvoir poursuivre évidemment le projet pilote. Et puis avec Exo aussi, afin d'intégrer un circuit à l'intérieur du grand réseau d'Exo. Alors, donc, on en est là présentement, on est dans des phases de discussion. Oui, il y a une question de coût, comme mentionne Sophie aussi, à quelque part là-dedans. Puis oui, ça prend aussi des partenaires. Comme toute nouvelle technologie, on a besoin de tous les paliers gouvernementaux pour pouvoir et tous les regroupements possibles pour pouvoir investir dans cette technologie-là. À titre d'exemple, faisant partie de la Fédération canadienne des municipalités, on demande au gouvernement d'Ottawa, au ministère des Transports canadien, d'avoir des programmes. Puis d'ailleurs, c'est en discussion présentement pour aider à avoir des programmes de subvention pour aider le développement des navettes autonomes. Donc, les discussions vont dans le bon sens de ce côté-là. On fait des représentations. Alors, il y a ça. De notre côté aussi, je vous dirais que le transport, pour moi, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. OK? Alors, ça, bien, il faut avoir cette notion si on veut avancer parce que ça ne sera jamais rentable de transport. Alors, c'est un choix de société. Par contre, il faut faire les bons choix. Évidemment, on ne dépense pas n'importe comment. Il faut le faire intelligemment. Mais reste que quand même, il faut évidemment investir là-dedans si on veut finir par offrir le meilleur service à l'ensemble de nos citoyens. Ben, écoutez, je vous remercie. On a un petit peu dépassé, donc on va s'arrêter là pour ce panel du retour d'expérience sur les municipalités. Merci Normand, merci Sophie pour je pense surtout la transparence des échanges. C'était vraiment l'objectif là de ne pas juste dire tout est beau et tout est rose, mais d'aller vraiment dans le détail pour que les autres municipalités ou d'autres intervenants puissent bien saisir les différents enjeux. Donc, merci pour la transparence des échanges. Je remercie aussi tous les participants là, qui ont rejoint la première partie là, de ce forum ce matin. Je vous rappelle que c'est un forum qui est allé sur 2 jours. Donc,
pour ceux qui sont intéressés à poursuivre les discussions, je pense qu'on a tous mérité une bonne pause repas, puis de revenir à 13h30 où on va discuter les enjeux de la réglementation. On en a parlé ce matin avec les opérateurs et la ville. C'est un élément important à considérer pour pouvoir mettre en place les projets avec les différents décrets nécessaires. Donc, à 13h30, on pourra faire le point là, sur où on en est rendu dans la réglementation et comment obtenir ces fameuses dérogations, quel est un petit peu le processus à suivre. Donc, pour ceux qui ont un intérêt à poursuivre, on vous donne rendez-vous à 13h30. Je remercie encore l'ensemble des intervenants. Sophie, Normand, merci. Clément, Marie-Hélène, si vous êtes encore là, merci pour vos interventions et aussi, comme je mentionnais, la transparence. Et donc, je vous souhaite un bon repas à tous et rendez-vous à 13h30 pour la suite de ce forum. Merci à tous. Merci.